Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct sur le Salon international de l'agriculture, sur le plateau de Cultivons les échanges. On se retrouve pour aborder la thématique suivante: comment la génétique permet de répondre aux évolutions climatiques. Ce n'est plus un secret, le contexte climatique évolue, il n'est pas sans conséquences sur les cycles de culture. Et pour y répondre, il faut adapter les itinéraires et trouver des leviers capables d'aider les agriculteurs et les cultures à être plus résilients. Semences de France, à travers sa gamme d'orge hybride, apporte des réponses concrètes. Et c'est ce que nous allons aborder avec nos deux invités. Alors j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Alexandre Rollier. Alexandre, tu es chef produit oléagineux et céréales à paille hybride et responsable méthanisation chez Semences de France. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai le plaisir aussi d'accueillir à ma gauche Philippe Pluquet. Alors Philippe, tu es responsable du pôle agronomie et innovation à la coopérative Noriap. J'ai pas fait d'erreur? C'est ça. Alors Alexandre, je vais commencer avec toi pour recontextualiser un petit peu le sujet. Moi, ça fait quasiment une semaine que je suis à Paris, il fait 20-25 degrés tous les après-midi. Est-ce que c'est normal? Je pense pas. Et surtout, est-ce que, voilà, quelles sont les évolutions climatiques majeures qu'on observe et quelles sont les conséquences aujourd'hui sur les cycles des céréales à paille notamment? Ben, tu fais le bon constat, c'est-à-dire que c'est pas normal. Le constat qu'on peut tous faire et qu'on fait tous, hein, c'est annuellement, on a aujourd'hui une augmentation de la température. Le constat qu'on peut faire, enfin qu'on fait un peu moins ou qu'on fait quand on est agriculteur, c'est surtout les amplitudes à la fois thermiques et hydriques qui deviennent délicats. Et on passe d'un état à l'autre, c'est-à-dire d'une période très froide à une période très chaude, et une période où on a un vrai stress hydrique et une période où on a un excès d'eau, comme on peut le connaître, hein, notamment dans les 4 dernières semaines. Et si on regarde rien que sur les 3 derniers mois, en décembre, on avait une période plutôt très froide. 5 janvier, il neige, et là, on passe sur du très doux, et on n'a quasiment pas connu d'hiver en janvier, février. Et on est aujourd'hui sur des conditions, on le voit, hein, hier, avant-hier, on avait des 20 degrés. Donc pour un mois de février, c'est vraiment énorme. Pour les conséquences, 2 points sur la partie automnale, on peut remarquer plusieurs choses. Déjà, c'est les implantations qui peuvent être compliquées. Alors à la fois stress avec un excès d'eau comme on a pu le connaître notamment en 2023 où ça a été très compliqué, ou alors des déficits plutôt hydriques et donc la reprise des terres elle est des fois un peu compliquée. On va avoir la partie virale, charge virale avec notamment les cicadelles et les pucerons ou avec des automnes qui sont de plus en plus doux. On a tendance justement à les voir de plus en plus longtemps. Donc, et est-ce que c'est une arrivée plus précoce aussi des ravageurs ou pas nécessairement? Sur une arrivée, on peut avoir des fois des arrivées plus précoces, ça dépend aussi de l'été, mais c'est surtout la longueur à laquelle elles sont présentes aujourd'hui sur les cultures. Et à savoir qu'on a aujourd'hui encore du puceron des fois au mois de décembre, alors que 10 ans en arrière, généralement, on n'en retrouvait pas. Et c'est plutôt cette partie-là qui est problématique. Et puis la dernière chose, c'est la partie désherbage, où le changement climatique joue aussi, c'est-à-dire que les fosses mie qui marchaient historiquement avec des retours d'eau qu'on avait au mois d'août, fin août, et qui fonctionnaient bien, aujourd'hui on les a quasiment plus, si ce n'est des retours d'eau qui tombent autour du 20 septembre. Et finalement, ce fausse mie, il est décalé dans le temps. Et c'est là où on a des problématiques de désherbage qui deviennent de plus en plus importantes. Ça, c'est sur la phase automne. Ouais. Sur la phase printanière, c'est un peu différent. On a, et vous le voyez aujourd'hui, des conditions qui sont extrêmement douces. On a eu de l'eau. Philippe en parlait tout à l'heure. Là, on a des risques de maladies qui sont à la fois précoces et importants. C'est des choses qu'on n'avait pas historiquement, puisque généralement, elles arrivaient au fur et à mesure. On avait un ordre défini de maladies, entre guillemets, hein, en fonction de la saison. Aujourd'hui, c'est vraiment les conditions climatiques qui définissent finalement les maladies et leur intensité. Voilà. En fin de cycle, est-ce que... Eh bien, en fin de cycle, on est toujours sur la même chose, avec un risque, on le voit, hein, juin, fin mai, des risques d'échaudage. Hein, donc en 2025, on a eu à la fois ce coup de chaud autour du 10 juin, on a eu un premier coup de chaud déjà sur des terres superficielles, ça avait marqué sur des blés ou des orges fin mai, autour du 30 mai cette année.
Donc ça, ces coups de chaud, on les a mai ou juin, et principalement juin, généralement mi-juin, des gros coups de chaud avec des effets d'échaudage possibles sur les orges. Philippe, je vais faire un petit rappel géographique. Le territoire de Noriap, Hauts-de-France, Hauts-de-France, Normandie. Hauts-de-France, Normandie. Voilà. Ok. Est-ce que c'est le constat général que fait Alexandre, tu le partages sur ton territoire? Oui, complètement. Alors, on a des extrêmes hydriques et des extrêmes en termes de température. La seule chose, c'est qu'on ne sait jamais à quoi on va avoir affaire. Le scénario n'est pas écrit et on le découvre, il est très différent chaque année. Par exemple, on a eu les automnes 2023-2024 avec énormément d'eau, des difficultés d'implantation comme on avait rarement connu. Et puis là, cet automne, c'est revenu à la normale avec des implantations assez faciles. Par contre, il semblerait qu'on soit reparti sur un cycle de somme de température assez élevé qui cause toujours une nécessité d'adaptation et qui met à rude épreuve la robustesse des variétés qu'on cultive. D'accord. Donc en introduction, je parlais effectivement d'une offre autour de l'orge hybride chez Semences de France. Pourquoi la vigueur hybride, elle est susceptible d'apporter de la résilience dans ce contexte, Alexandre? En fait, par rapport à la vigueur hybride, ce qu'on appelle aussi l'effet d'éthorosis, il est différent d'une espèce à l'autre. Et en l'occurrence, là, sur la partie orge hybride, si on refait un peu la dichotomie automne-printemps, on va avoir une meilleure implantation, une vitesse d'implantation avec un système racinaire qui est beaucoup plus puissant sur les hybrides que sur les autogammes. Ce qui va nous permettre d'avoir une souplesse derrière de date de semis et avec un coefficient de talage qui est plus important et qui se met en place aussi de manière un peu plus importante. Donc c'est là où la partie automne, c'est intéressant. Et la partie plutôt sortie hiver, printanière, le vrai delta, on le reverra tout à l'heure, c'est sur la partie biomasse, où là il y a un gros delta de biomasse et de puissance, on le voit très clairement sur cette partie printanière. Donc concrètement sur le terrain, meilleure implantation, donc ça veut dire que je peux décaler un petit peu mes semis pour me permettre de réaliser des faux semis. Voilà, c'est ça. Donc on parle pas forcément de décalage systématique, on parle de souplesse de date de semis, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que Philippe le disait très clairement, par exemple 2023, si on avait décalé, on tombait dans les périodes pluvieuses et c'était compliqué. Voilà. Semi 2024, ça dépend un peu des contextes, mais je sais qu'il était intéressant de reprendre ces sols avant justement d'implanter ces orges pour éviter les coups de chaud du mois de mai que je parlais tout à l'heure et des risques d'échaudage pour avoir une bonne structure de sol. Et c'est en ça que finalement les orges hybrides sont intéressantes parce qu'elles donnent la souplesse d'aller moduler les dates de semis, d'aller semer un peu plus tard et de pouvoir jongler justement avec ces périodes pluvieuses, on va dire fin septembre, qui nous permettent d'avoir ces faux semis. Et en temps normal, quand on sème début octobre, le risque c'est d'avoir les levées de vulpins, de raies gras au moment des levées finalement des orges et d'avoir des problèmes dans la gestion des désherbants derrière et du désherbage de manière globale. D'accord. Voilà. Cette vigueur, elle se traduit par un meilleur talage finalement à l'implantation. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut réduire, par rapport à la densité, on préconise de manière nationale 180 grammes mètre carré quand on sème autour de 240. C'est adapté en fonction des régions. Philippe, il sème sans doute peut-être un peu plus fort. Vous avez à l'Est, il monte beaucoup plus sur les autogammes, mais c'est par rapport justement à cette phase d'implantation où on peut descendre la densité et au coefficient de talage. Sur cette possibilité ou cette souplesse de faire des désherbages, Philippe, c'est aussi dans les itinéraires des notions du coup que vous intégrez. Oui, l'orge hybride a beaucoup d'avantages. De ce que je connais, que j'ai vu, il ne faut pas oublier de dire que l'orge hybride est beaucoup plus résistante au froid. C'est comme ça que moi je l'ai découverte. La première année où on les avait dans les essais, c'était la campagne 2002-2003, où il y avait eu des dégâts de froid importants, je pense, sur toute la France. Et là, dans les essais, il y avait des écarts phénoménaux entre les quelques premières variétés hybrides contestées et les variétés conventionnelles. On l'a revu, cet aspect en 2011-2012, où il y avait aussi du froid. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Effectivement, un talage et une implantation que je vais qualifier de plus robuste
Ok. Ça, c'est très clair aussi. C'est clair et net et précis sur ces deux aspects-là. Donc c'est un hiver, c'est un automne et un hiver, entre guillemets, déjà sécurisé. D'accord. Alors, je voulais rester sur cette partie des herbages. Alexandre, tu as évoqué la capacité à produire plus de biomasse. Hein, donc, il y a un aspect donc meilleur talage au début, hein, donc qui fait plus de tiges de fait. Du coup, en termes de rattrapage, ça se traduit comment en fait? Est-ce que du coup, c'est là où ça devient intéressant parce qu'au-delà finalement du coefficient de talage et de nombre d'épis, c'est aussi le volume foliaire en tant que tel. okay. Qui est très important. On le voit facilement quand on a des essais. Vous avez un bloc qui est quasiment rectangulaire en face de vous, tellement c'est compact et c'est dense. Et c'est là où nous, on mène des essais depuis quelques années, justement, sur ce pouvoir couvrant. Voilà. Donc, dans nos essais, pour décrire un peu la situation, on va avoir des orges autogames de précocité à montaison différentes pour voir justement si la précocité est un levier. Et de la même façon, on a nos orges hybrides. Ce que l'on constate depuis quelques années, c'est que la précocité, elle ne joue pas forcément, bizarrement, ça peut, mais c'est plutôt variétal sur la partie pouvoir couvrant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que nos orges hybrides, elles répondent favorablement, dans 100% des cas, justement à une réduction par rapport aux autogames, notamment sur le vulpin. C'est là où c'est très probant. Je vais vous donner quelques chiffres de 2024 où on avait des grosses problématiques de désherbage sur des parcelles à la fois désherbées, mais au vu des conditions, soit les parcelles elles n'étaient pas désherbées, soit les parcelles elles étaient désherbées, mais vu l'eau, le désherbage n'a pas forcément marché. Nous, sur nos essais, on était de l'ordre de 90% de réduction à la fois du nombre de vulpins et du nombre d'inflorescences de vulpins. C'est-à-dire qu'on protège la partie et la concurrence au niveau racinaire pour le potentiel de l'année N. Et en même temps, on a tendance justement à limiter le stock grainier pour l'année N+1. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on fait une double gestion par rapport à ça. Alors on n'est pas toujours sur du 90%. Là, c'était un contexte voilà, mais on peut aller jusqu'à 90% quand même de réduction. Hein. Ça veut dire que la gestion du salissement de parcelles à l'échelle de leur rotation, elle peut être améliorée entre guillemets grâce aussi à l'orge hybride en fait. Ça peut être une variété intéressante. Voilà, c'est exactement ça. On va jouer finalement sur les deux, à la fois l'année N et à la fois l'année N+1. Et également, comme on voit en 2024, les désherbages qui avaient été des fois mal positionnés ou pas positionnables plutôt, on peut faire émerger aussi des résistances. Hein. Moi, je viens du Cher, donc les résistances, on connaît ça depuis des années. Et c'est là où finalement on est dans des impasses. C'est là où on a finalement ce deuxième levier où on permet justement de limiter le stock grainier. On parle souvent d'introduire une culture de printemps pour effectivement, mais finalement l'orge hybride peut peut-être faire un peu le boulot aussi entre guillemets. C'est un petit raccourci. Philippe, peut-être un mot là-dessus. Ouais, très clairement, nous on l'a vu dans nos essais aussi. On travaille ce qu'on appelle, alors pas forcément, je l'appelle pas forcément pouvoir couvrant, mais pouvoir concurrentiel des variétés. D'accord. Notamment sur les vulpins, on a des travaux sur les vulpins et c'est très clair. Alors l'espèce orge est beaucoup plus concurrentielle que l'espèce blé, ça c'est clair. Et à l'intérieur des orges, les orges hybrides sont 1 à 2 crans au-dessus encore des variétés conventionnelles comparées. Donc il y a un gain, il y a une aide au désherbage, très clair. D'accord. Plus de carbone, ça veut dire aussi des débouchés peut-être en méta ou... Alors, effectivement, ce qu'on voit très clairement dans les essais, c'est que les orges hybrides ont une biomasse plus importante qu'une conventionnelle. Hein. C'est vrai 99 fois sur 100. Donc il y a plus de carbone qui est fixé. Ça, c'est un élément important. Et nous, on préconise à nos adhérents, pour les gens qui ont des méthaniseurs, donc soit les orges hybrides en pur. Hein. Okay. Ça fait partie de nos préconisations. Le gros avantage de l'espèce orge, c'est qu'elle a un pouvoir méthanogène, c'est le meilleur pouvoir méthanogène des espèces qui sont cultivées pour les méthaniseurs. Donc ça, c'est encore un élément important. Donc c'est soit seul, soit en mélange aussi, on l'a en association avec des seiglets et des triticales. Voilà. D'accord. Mais donc c'est clairement un des aspects, entre guillemets, un débouché où va l'orge hybride. Ouais, c'est pas négligeable aussi hein, de dire que... C'est la double valorisation du coup. Okay. Et il est toujours difficile, moi je m'occupe aussi de la méthanisation, tu le disais,
il est toujours des fois difficile, on a un certain assolement et on prévoit toujours un peu plus. Et ben ce petit plus, l'intérêt justement, c'est de le mettre en orge hybride puisqu'on est capable de moduler à la fin en fonction, soit on le pousse en grain, soit on le pousse en méta. D'accord. Et si on le pousse en méta avec des récoltes un peu plus tardives, Philippe le disait bien, les seigles, quand on les pousse des fois trop tardivement, on perd un petit peu la qualité. Là, dans ce cas-là, on ne perd pas la qualité et c'est là où ça devient intéressant. Voilà. Tu vas garder le micro, Alexandre, parce que je voulais... cette vigueur hybride, est-ce que c'est aussi un plus sur les aspects sanitaires et notamment maladies? Alors là-dessus, après avoir fait le désherbage. Ouais, alors là-dessus, ça c'est principalement là-dessus qu'on a commencé à travailler il y a des années, hein, puisque nous on a travaillé ces dossiers-là. Voilà, c'est, je pense, l'un des critères où c'était le plus visible à l'époque. Hein. Donc tous les ans, on met des essais en place sur lesquels j'ai des variétés. Donc toutes les variétés, elles sont traitées, et j'ai exactement le même dispositif en non traité. Voilà, tous les ans. Et ce que l'on remarque, voilà, c'est très clairement le cas. Au niveau maladie, on est largement au-dessus. Et l'intérêt, au-delà du côté maladie, de prendre chaque maladie indépendamment, c'est le pack maladie dans son ensemble qui est important. On le disait tout à l'heure, l'évolution climatique fait qu'on a du mal aujourd'hui à prévoir l'émergence et l'excès des fois de maladies. On prend 2024, on a eu des excès de ramulariose comme on avait rarement vu. Sur des territoires, on en voyait très peu. Et malheureusement, les notes finalement CTPS ou Arvalis, elles n'étaient pas connues puisqu'on n'avait quasiment pas de pression historiquement. Et c'est là où on s'aperçoit que les orges hybrides, elles ont été très très bonnes sur cette partie-là. Et aujourd'hui, il y a des classes de notes et on s'aperçoit qu'elles ont des notes de 6 voire de 7 sur pas mal de nos orges hybrides. Et nous, c'est vraiment un critère que l'on a cherché dans notre gamme Semences de France, qu'on a estampillé Profil Sécure Plus, justement pour permettre une vraie souplesse dans le traitement et dans la résilience. Donc nous on teste traité, non traité. On ne dit pas qu'il faut faire du non traité, mais par contre ça nous donne vraiment un vrai point de vue. On a une arrivée un peu plus précoce aussi des maladies par rapport au changement climatique et le fait d'être plus résilient, plus vigoureux, ça apporte de la résilience. Et on tient plus elles tiennent plus le coup finalement avec cette arrivée plus précoce. Ouais, c'est le cas par rapport notamment à la partie pénétration du pathogène, elles ont une capacité etc. photosynthétique qui déjà permet Alors, de... c'est là où voilà, le but c'est à la fois d'être plus résilient, c'est-à-dire en cas de forte attaque, elles ont la capacité de se défendre par leur bon comportement maladie. On le disait tout à l'heure, j'ai le souvenir d'un essai, alors il y a pas mal d'années sur un essai à Philippe à Queuvauvilliers, on devait être en 2014. Ou 2016, il y avait une forte attaque de rouille et à note équivalente, à note équivalente, les orges hybrides en fait s'en sortaient mieux, c'est-à-dire que les dernières feuilles, etc., la rouille n'était pas montée. Donc ça, c'est un point intéressant. Et on le disait tout à l'heure, le but c'est de maximiser le potentiel. Hein, et il faut garder l'appareil photosynthétique le plus longtemps possible pour qu'avec les retours d'eau, mois de mai, juin, etc., ça puisse être profitable au remplissage des grains. Et donc si vous avez des variétés qui sont cramées par la maladie dès le mois d'avril ou dès le mois de mai, globalement vous perdez votre potentiel. Et c'est en ça que ça devient intéressant. Question pratico-pratique, Philippe, est-ce que je peux me passer d'un T1 du coup Oui, les années à jusqu'à moyenne pression, moyenne plus, oui. Les années à très forte pression, type 2024, non. Enfin, il faut quand même faire un minimum de choses, mais dans bon nombre de cas, on peut. Donc, parce qu'il y a des variétés, alors je pense notamment, j'ai en tête SI Scoop et SI Luna, qui sont sur des niveaux de tolérance aux maladies élevés à très élevés. Alors, en maladie, on va parler surtout ruinen, on va parler rhinchosporiose, helminthosporiose. Donc ça, c'est un des points forts aussi de ces deux variétés. Hein. Ça, c'est c'est à noter. Alors, et un autre élément, alors que j'ai pas forcément parlé jusqu'à présent, sur le gain des orges hybrides, quand on les a vus arriver, il y avait un différentiel de poids spécifique, donc de qualité de grain, qui était vraiment très important par rapport aux lignées conventionnelles à cette époque-là. Tu nous emmènes déjà à la récolte. Voilà. Alors, mais... Oui. Et alors, même si ça s'est un petit peu compensé, les lignées progressent aussi, il reste un écart important. Donc aussi en de ce côté-là. PMG en fait. Hein. En poids spécifique. En poids spécifique, pardon. PS. Ok. On a dit tout à l'heure, automne doux, de nature à favoriser la présence prolongée des ravageurs, type pucerons.
Voilà, est-ce que là aussi l'hybride a des atouts à faire valoir par rapport à cette problématique? Aujourd'hui, globalement, le marché est pourvu en variétés haut de gamme JNO. Ouais. Voilà. Il y a très peu de variétés qui sont à la fois JNO et WDV, donc ça arrive. Et c'est là aujourd'hui où, avec notre partenaire et obtenteur Syngenta, il y a un vrai travail de la partie sélection génétique, où il y a une introgression d'un nouveau gène qui s'appelle le RYD4, qui a une particularité, c'est qu'il fait, comme je viens de le dire, les deux, à la fois WDV et à la fois la JNO, mais qui a une particularité, c'est qu'il est résistant vis-à-vis de la JNO et tolérant vis-à-vis de la WDV. La nuance, elle a son importance. Aujourd'hui, les variétés, elles sont tolérantes JNO et WDV pour les 3-4 qu'il existe sur le marché en termes d'autogamme. La différence, elle est très importante sur cette résistance vis-à-vis de la JNO, c'est parce qu'il n'y a pas de multiplication de charge virale dans la plante. Voilà. Et ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de multiplication de charge virale dans la plante, si un puceron sain croise une plante qui, pour le coup, est atteinte de JNO, lui, il ne va pas être, dans le cadre d'une autogamme, il va être capable de multiplier et de diffuser la partie JNO. Dans le cadre d'une variété Ivido Neo, donc nos variétés que l'on développe aujourd'hui, il n'y a pas de multiplication de charge virale, donc le puceron, il ne va pas multiplier la partie JNO. Et donc la partie contamination secondaire, aujourd'hui, elle n'existe plus avec ce genre de matériel-là. Donc elle peut être maîtrisée, ok. Voilà. Alors on n'en est pas encore là, parce qu'il n'y a pas encore suffisamment d'écart. Mais dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, c'est ça. Ouais, exactement. Même question, Philippe. On peut se passer d'un insecticide Alors, si on est dans une année à pression moyenne, oui. Si on a avec les variétés résistantes, je pense que oui, hein, on en est à la deuxième année de culture de ces variétés résistantes chez les adhérents. Après, avec les tolérantes, en cas de très forte pression de pucerons, il faut quand même assurer un minimum. Mais effectivement, là, on a avec les nouveaux hybrides et l'arrivée de ces variétés résistantes, il faut bien faire la différence entre la tolérance et la résistance. Oui. Avec résistance, on crante. Ça mériterait un plateau, je pense. Mais voilà. On crante un peu plus, et même beaucoup plus. Et donc, oui, on peut s'en passer les années à pression moyenne et faible. Oui. Dans les essais, Alexandre, par rapport aux insecticides Ah oui, alors ça, nous aussi, hein, on conduit cette partie-là, justement. Alors, on est encore en cours par rapport à ça, avec notre partenaire. Mais oui, il y a un vrai gap. Et notamment lorsqu'on fait, comme le disait Philippe, 0 insecticide. Nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pas ce qui est forcément... voilà, on parle d'une réduction d'insecticides. Mais quand on fait 0 insecticide, on s'aperçoit que malgré tout, il y a aussi un gap, tu le disais très bien, parce qu'il y a un effet des fois de tassement sur les variétés qui sont tolérantes qu'on ne retrouve pas sur les variétés résistantes. Et donc cet effet que Carvalis percevait de dire, voilà, on fait un insecticide malgré tout sur celle-là, on voit qu'il y a quand même un gap derrière de rendement, parce qu'elles sont tolérantes, elles ne sont pas résistantes. Là, cette partie-là, c'est vrai qu'elle est largement réduite, et on est en cours d'évaluation justement sur cette toute partie-là. Bon, alors vous allez me voir venir, on va parler de la partie économique. Le nerf de la guerre, comme tu dis, Philippe, oui. Donc, pour toi, c'est la sécurité du rendement aussi, l'orge hybride, de mémoire de Philippe? Oui, alors, nous, notre job à la COP, sur ces aspects, c'est de conseiller les agriculteurs, donc c'est de les conseiller au mieux. Comme je dis souvent, on est des passeurs de progrès génétique, on doit proposer de progrès génétique à nos adhérents. Donc c'est un sujet qu'on travaille depuis longtemps, plus de 20 ans maintenant. Ce qu'on peut dire, déjà, il faut que, pour que l'agriculteur s'y retrouve, avec les conditions économiques du moment, il faut que la variété hybride fasse 6 quintaux de mieux que la variété conventionnelle comparée. Okay. C'est à peu près l'ordre d'idée. Donc pour compenser le coût de... Voilà, le surcoût de semences. Donc on passe notre temps tous les ans dans les essais à vérifier ça. Donc ça se vérifie très souvent. Alors ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand j'ai regardé là de manière pluriannuelle, j'ai fait un petit retour 15 ans en arrière, et sur 15 ans, plus de 9 fois sur 10, c'est une variété hybride qui arrive en tête dans nos essais. Parfois, ce sont 4 ou 5 variétés hybrides, en fonction du nombre qu'on a, qui se succèdent avant la première lignée.
Et il y a toujours cette régularité du rendement. Elles sont toujours premières ou dans les toutes premières d'année en année. Et il y a, malgré tout, il y a des bonnes lignées conventionnelles, hein, mais ce ne sera jamais, c'est très rarement la même lignée conventionnelle qui va faire un rendement proche des hybrides, quelques quintaux derrière, tous les ans. Et donc ça exprime quand même la régularité. Ça veut dire que l'agriculteur, dans son choix, il a le choix entre quelque chose de régulier à un haut niveau, et l'autre choix, c'est un peu c'est un peu le coup de chance, quoi. Ouais. Voilà, donc on sait, il y a 4 ou 5 bonnes lignées qui existent, il n'y a pas de souci là-dessus, qui sont aussi cultivées, mais on ne sait pas d'année en année, en fonction du contexte, comme elles sont globalement quand même moins robustes que les hybrides, il y en a une qui va être très bien cette année, puis qui sera moins bien l'année d'après, voire pas bien du tout, et inversement. Et ça, on ne sait pas. Alors que l'hybride, c'est la régularité. D'accord. Dans un contexte qui, d'une année sur l'autre, est complètement très variable. Ouais. Très variable. Tes recos en termes d'itinéraire au niveau agri, c'est quoi? Alors, niveau densité, niveau fertile Densité de semis, c'est 180 grammes mètre carré en bonne terre, 200 sur les terres plus difficiles. Terre de craie ou des argiles, des choses comme ça. Le point important qu'on n'a pas, c'est le fractionnement de l'azote sur les hybrides. On a des essais fertiles qui montrent que les hybrides valorisent beaucoup mieux les fractionnements en 3 apports que les fractionnements classiques en 2 apports. Ça, ce sont des choses importantes. Alors, date de semis, comme l'a dit, il y a une réflexion globale sur les dates de semis des céréales qui tendrait à vouloir reculer légèrement, parce que étant donné qu'on a de plus en plus de degrés disponibles sur octobre et novembre, ça c'est quelque chose de prouvé. Donc idéalement dans nos régions c'est 5-10 octobre, mais on sait que l'orge a beaucoup moins de souplesse que le blé de ce point de vue-là. Par contre, effectivement, les orges hybrides, par leur talage, leur vigueur, leur robustesse, permettent, ce qu'a dit Alexandre au départ, d'aller un petit peu plus loin en date de semis, plus vers le 20-25 octobre. Chez un agriculteur, tu conseillerais d'implanter un pourcentage systématique d'orge dans son assolement, d'orge hybride, pardon. On ne fait pas 100%. D'ailleurs, si tout le monde voulait faire 100%, je ne suis pas sûr qu'il y ait de la semence à disponibilité pour tout le monde. Non, l'idée, mais après cette table ronde, il va falloir produire la semence. Voilà, on y va cet après-midi. Non, c'est l'ordre de 30% des surfaces, 20 à 30% sur une exploitation. Ouais, la reco serait de mettre un tiers de... Je pense qu'il y a différents types d'agriculteurs. Moi, j'en connais qui sont persuadés depuis longtemps et qui font 100% de leur sol d'escourgeon en hybride. Puis il y en a qui testent, qui mettent quelques hectares par-ci pour tester. Voilà. Bon. Mais il y a tout. Mais l'ordre d'idée, c'est autour des 30% de la sol. D'accord. Alexandre, est-ce qu'il y a d'autres bonus économiques à préciser peut-être? On a parlé de la réduction d'insecticides, le potentiel. Philippe a bien détaillé la partie régularité, vraiment, et ça c'est un point, c'est ce que j'évoquais souvent, c'est quelle variété tu dois faire pour qu'elle soit bonne cette année, c'est toujours délicat, on ne le sait pas à l'avance. On va avoir la partie réduction de fongicides. Et un dernier point que je n'ai pas forcément évoqué, on teste aussi, c'est la partie rendement paille. Voilà. Alors ça, c'est pour la partie élevage. Je vais prendre un chiffre très simple. Sur les 2 dernières années, la référence ou la variété qui est en passe de devenir la référence haut de gamme escourgeon, donc je ne vais pas donner le nom, mais voilà, tout le monde la reconnaîtra. Elle fait dans nos essais 2,5 tonnes lorsque nos orges hybrides vont de 4,5 tonnes à 5,5 tonnes. Voilà, donc en moyenne, paille, on double la paille sur nos essais 24-25 par rapport à cette lignée-là. Voilà. Ok, mais je crois qu'on a à peu près fait le tour et que de toute façon le temps nous est compté. Merci à tous les deux en tout cas pour vos éclairages. Merci. Est-ce que en 30 secondes, si vous avez besoin de rajouter quelque chose ou je conclus. Un coup de cœur en termes de variété. Pour ceux qui n'ont jamais fait, il faut les essayer. Il faut essayer, d'accord. Il faut essayer un petit peu, quoi. C'est test and learn, mais là c'est plutôt test and win en fait. Hein. Exactement, ouais, c'est
Donc merci tous les deux. Moi je retiens que la vigueur hybride donc, apporte de la résilience face aux aléas climatiques, hein, clairement. On peut imaginer de façon quand même assez sûre une baisse des IFT aussi sur l'itinéraire de l'orge hybride. Et un retour sur investissement qui semble gagnant en tout cas à tous les coups d'après vos explications. Merci à tous les deux. Je vous souhaite un bon salon si vous y passez la journée. Et merci à toutes et tous pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.